Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 21 de cette série avec la WWE. Et juste avant l'épisode de SmackDown, nous sommes le 1er janvier 2026 et on va faire le pouls de cette année avec Mystico qui a été élu catcher de l'année, Willow Nightingale catcheuse de l'année, compagnie de l'année, la WWE. Bon, c'est un trophée. Tag team de l'année, Tampario et Titan. L'équipe féminine de l'année, Poi et Saori. Match of the Year, c'est la CMLL. Show of the Year, c'est NJPW Stardom. Bon, c'est bien ça. Le jeune catcher de l'année, Mascara Dorada. La jeune femme de l'année, AZM, pardon, je peux parler. Le catcher vétéran de l'année, c'est Hechicero. La catcheuse vétéran de l'année, c'est Louvia. Le catcheur indépendant de l'année, c'est Sami Guevara. AZM et la femme indépendante de l'année. Poleman et le manager de l'année. Arla Cameron, pardon, je cherchais son nom, je buguais. Et la manageuse de l'année, Michael Cole est le commentateur play-by-play de l'année. Aira est la commentatrice de l'année. Ouais, voilà. Alors, j'ai aussi noté que ça y est, John Cena prenait sa retraite en 2026. Donc j'ai bien fait de lui faire perdre contre Montesford parce que du coup il prend bien... Oula, je vais refaire. Il prend bien sa retraite dans le jeu. J'ai également noté que Roman Reigns allait donc quitter enfin, allait quitter la compagnie, allait se retirer du catch pour se mettre dans le... Je peux pas aller voir la fiche de Roman Reigns, il faudrait que j'aille voir. Il va se lancer dans le cinéma, enfin même s'il s'est déjà lancé, mais je vois que... Voilà, il a signé dans une agence, donc ça va être un choix. Enfin, ça va être un nouveau départ pour lui et pour nous. Bon, on avait déjà anticipé. Je regarde au passage ce qu'a fait l'AEW. C'est très bien ce qu'ils font l'AEW à chaque fois. Il y a des très bonnes notes. Bref, on va passer sur. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est les events. Donc pour les events, on va faire un point de ce qu'il va y avoir en pay-per-view pour cette année 2026. Bon, fin janvier, on aura le Royal Rumble. Classique. Pas de changement de ce côté-là, donc on conserve les bonnes bases. On enchaîne avec Elimination Chamber qui sera fin février. Alors, à savoir que j'ai remis tous les pay-per-view en fin de mois parce que c'est beaucoup plus simple à booker, je trouve. Et puis j'ai pris cette habitude-là avec les anciens TEW et voilà, ça me paraît plus cohérent. Bon, ça c'est propre à chacun, moi je préfère comme ça, voilà. On terminera fin mars avec WrestleMania sur 2 nuits, bien évidemment, puisque nous aurons Saturday et Sunday, donc samedi et dimanche. Bon, voilà, là non plus, on ne change pas. Pour avril, c'est là qu'on va avoir des changements, puisque Backlash sera le pay-per-view de cette fin avril, mais pas que, puisque Backlash aura lieu le samedi 25 avril 2026 et concernera uniquement la branche de Raw. Et de l'autre côté, nous aurons Payback le dimanche 26 avril qui conservera uniquement SmackDown. Donc je vais remettre des pay-per-view par brand, mais seulement à certains moments. Vous allez voir quand je vais descendre, il n'y a pas que cette date-là qui est concernée. En mai, c'est Money in the Bank, on reste sur un seul pay-per-view. En juin, on aura Evolution fin juin, qui sera uniquement pour les femmes, et on aura le King of the Ring, pareil, fin juin, qui sera le dimanche, uniquement pour les hommes. Voilà, donc j'ai séparé, là aussi de pay-per-view, mais c'est voulu, voilà. Fin juillet, bon là ça sera début août cette année, exceptionnellement 2026, parce que les dates étaient déjà prises, mais l'année prochaine ce sera fin juillet, dernière semaine de juillet, pareil, SummerSlam en 2 nuits, samedi et dimanche, voilà. Rien de nouveau, on passe à la suite. J'ai donc décidé de ramener WWE Insurrection fin août et il sera en même temps que Clash in Paris. Insurrection sera pour uniquement Raw, Clash in Paris sera pour SmackDown. Alors, Insurrection, ça sera une tournée uniquement dans les îles britanniques. Donc en fait,
du 3 août jusqu'au 29 août, Raw se déroulera exclusivement dans les îles britanniques. Et il se passera pareil pour SmackDown, qui se passera exclusivement en Europe de l'Ouest. Voilà. Au moins c'est clair. J'ai vraiment tenu à que ça se fasse comme ça. Je voulais garder Clash in Paris, mais je voulais remettre un peu de lumière sur les Anglais. Ils ont déjà eu en plus des événements, des pay-per-view. Insurrection, c'était un ancien pay-per-view qui existait déjà. Voilà, c'est mes idées là pour 2026, ça me plaisait bien. Fin septembre, il y aura le retour de Night of Champions, où tous les champions défendront leur ceinture, et uniquement les champions. Voilà, pas plus, pas moins, c'est simple. En octobre, on aura à nouveau des pay-per-view par branche. Bad Blood sera le pay-per-view d'Euro. Il aura lieu le samedi 24 octobre. Et nous aurons Enfin, ah oui, et j'ai oublié de préciser, et le pay-per-view aura lieu au Canada. Voilà. Et Crown Jewel et sera le pay-per-view exclusif de SmackDown et aura lieu en Océanie, donc Australie. Il y a de fortes chances. Je pense que je mettrai un épisode de chaque avant au Canada et en Australie pour pas non plus que j'essaie de prendre en compte les transports, les machins et tout, pour pas les faire déplacer pour rien et pour seulement un show. Et puis après, on passera sur fin novembre les Survivor Series. Alors à noter que les Survivor Series, le concept Wargames est abandonné. Je vais revenir à un concept Raw vs SmackDown, mais avec des particularités. Le Raw vs SmackDown sera... le vainqueur du match entre Raw et SmackDown à la fin des Survivor Series permettra à la branche qui remportera la victoire, donc à Raw ou à SmackDown, de piquer le catcheur de leur choix à l'autre branche. Donc par exemple, Raw gagne les Survivor Series, ils peuvent prendre Cody Rhodes à SmackDown. Voilà. Et SmackDown, ils ont que leurs yeux pour pleurer. Donc voilà, là il y aura un vrai... J'ai trouvé ça comme système pour mettre un peu de piment au Survivor Series, parce que je trouvais que ça en manquait ces dernières années. Et fin décembre, j'ai fait revenir l'éternel, le Cyber Sunday, où je vous ferai participer. J'avais envie. Franchement, j'avais envie. Ça sera peut-être un flop, hein. Je changerai peut-être à la fin de 2026, mais je voulais tenter ce pari-là. Ça a l'air d'être en plus plutôt intéressant. J'ai des idées déjà pour mettre ça en place. Voilà, donc il y aura du changement cette année, à savoir que Main Event sera arrêté d'être diffusé fin avril, si je dis pas de bêtises. Et j'ai une question qui me taraude, soit je remets des liens, enfin des diffuseurs sur Main Event, donc du coup on continue ce qu'on fait avec Main Event, surtout que ça prend 30 minutes, c'est facile à booker. Soit on part sur des trucs un petit peu plus compliqués. Alors, j'avais une solution de supprimer NXT et d'intégrer NXT comme vraiment une troisième branche que je book moi-même, donc qui serait le troisième show de la WWE. Soit de faire revivre une branche un peu comme à l'époque, la ECW, pour avoir un show par exemple d'une heure avec des catcheurs qui en fait sont en transition entre NXT et Raw et SmackDown. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas pris de décision. J'ai peur que ça fasse trop à chaud. Donc pour l'instant, je me contente de ça. Je verrai par la suite. Mais voilà. Bon, moi, je vous abandonne sur ça. On se retrouve tout de suite pour le booking de SmackDown. Allez, c'est parti. Et on est parti pour cet épisode de SmackDown avec Elio Lefleur qui affronte KTB. Victoire de Elio Lefleur en 8 minutes 29. Je crois que c'est sa première victoire du côté du main roster. Bon, c'est dans le pré-show. Ça nous fait un 51, c'est très bien. 50 pour Elio Lefleur, 46 pour KTB. Bon, un bon match dans le pré-show. Elio Lefleur qui gagne donc son premier match du côté du main roster. Je suis content, c'est bien. Et je vois que ses notes sont très bonnes. On attaque le show avec Drew McIntyre qui est un champion pleinement satisfait et il vient nous le faire savoir puisqu'il vient sur le ring et il vient étaler un petit peu son bonheur à la foule. Bien évidemment, il en profite pour tirer sur Cody Rhodes et LA Knight en les comparant aux adversaires. Bon, de niveau facile, il les traite comme un peu des rookies.
Voilà, juste pour faire monter un petit peu la haine du côté de Cody Rhodes et LA Knight. Drew McIntyre continue d'haranguer la foule. 83, c'est très bien pour débuter le show. Et on enchaîne avec un premier combat. Tommaso Ciampa va battre Carmelo Hayes en 11 minutes 36. 57 de rating total, 57 pour Carmelo Hayes, 55 pour Tommaso Ciampa. C'est très bien, on a vu un bon match, je suis pleinement satisfait. On enchaîne avec un segment backstage. Ivy Nile vient voir Nick Aldis et il lui demande, elle demande à être positionnée sur les titres par équipe féminin. Nick Aldis, il est d'accord. Mais par contre, il lui dit qu'elle devra attendre la 3e semaine de janvier parce que c'est à ce moment-là que Charlotte Flair reviendra de blessure kayfabe. Hein. Et à noter que on ne connaît pas la coéquipière de Ivy Nile. Voilà, elle a juste annoncé qu'elle voulait se positionner avec quelqu'un pour les titres par équipe féminin. Bon, voilà, j'avais mis un angle d'idée, mais c'est un fail. Bon, dommage. C'est pas très grave, en vrai ça nous fait un 53, c'est plutôt correct. On enchaîne avec un match pauvre, c'est dommage. Natty Dedart va défaire Gigi Dolin en 7 minutes 57 et elle va donc faire sa 3e défense de titre des États-Unis féminins. 56 de rating total, 57 pour Natty Dedart, 44 pour Gigi Dolin. C'est plutôt honnête, Gigi Dolin a fait la passerelle et est passé de Raw à SmackDown pour affronter Natty Dedart. C'était un match simple, bon voilà, rien de particulier, Natty Dedart nous fait un 56, c'est très bien. On enchaîne avec un segment backstage avec Julia qui fait une petite promo où elle déclare clairement la guerre à Maya, elle répète ce qu'elle a dit les semaines précédentes et elle demande à Maya Yuki d'arrêter de l'esquiver. Et ben la réponse est immédiate, Maya l'attaque et du coup la sécurité doit intervenir pour séparer les deux femmes parce que ça part en catfight. 59 de rating, on continue de faire monter la hype entre ces deux femmes. Voilà, je suis en train de monter doucement les choses avec elle, je prends mon temps, j'ai envie que Maya Yuki, elle prenne quand même du momentum, c'est important. Je veux pas la lancer dans le combat contre Julia comme ça, parce que Julia est déjà quand même plutôt populaire, donc voilà. Bon, on verra par la suite. On enchaîne avec un match pour les titres par équipe de la WWE. Les Garza vont défendre contre la Wyatt Six, contre Dexter Lumis et Joe Gacy, et ils vont conserver leur ceinture. C'est leur 2e défense de titre réussie. Berto fait un 52, Angel nous fait un excellent 65. Angel est en train de vraiment monter en régime, mais c'est vraiment cool. 46 pour Joe Gacy, 49 pour Dexter Lumis. Sachant que Berto est off game, donc on aurait pu avoir une meilleure note encore. Ça nous fait un 63 total, c'est vraiment très bien. Je suis vraiment satisfait d'avoir donné le titre aux Garza. Ils sont vraiment prometteurs pour la suite, donc je suis assez content. On enchaîne avec Alexa Bliss, qui est au micro de Katie Kelly, et elle dit clairement qu'elle n'a pas aimé la façon de faire de Jade Cargill. Elle trouve que c'est un vrai manque de respect, et elle lui lance un challenge pour le titre. Challenge qui sera accepté, mais qui aura lieu la semaine prochaine. 66 de rating, c'est très bien, je cherchais pas à faire plus, c'est juste un petit segment pour occuper Alexa Bliss le temps du retour de blessure de Charlotte Flair. Et Alexa Bliss va en profiter pour affronter Nia Jax, elle va battre assez logiquement Nia Jax en 11 minutes 29, 53 de rating total, 51 pour Alexa Bliss, 42 pour Nia Jax qui est off his game et les deux femmes ne cliquent pas ensemble. Bon, c'est dommage, ça nous fait quand même 53, elle prend du momentum, Alexa Bliss, c'est très bien. On revoit les images de Raw lorsque Jay a trahi son frère et comment il l'a tabassé dans les coulisses de Raw. On voit Jimmy après ça qui se tient la tête, qui n'en revient pas. Comme j'ai oublié de le faire turn, en fait c'est moi qui avais oublié de préparer son turn. Du coup je vais remettre quelques segments avant de l'officiellement le faire turn sur le jeu. Voilà, c'était juste ça, histoire de renclencher les choses. Mais ça, c'est de ma faute, c'est moi qui avais fait une petite boulette. On continue avec un nouveau match par équipe et les Motor City Machine Gun affrontent MFT. Mais MFT, donc ce sera Talatonga et Tongaloa. Dans un match plutôt correct, les Motor City Machine Gun défont MFT. Alex Shelley fait le pin sur Talatonga. Talatonga. Ça nous fait un segment rating de 57, 57 pour Chris Sabin, 59 pour Alex Shelley, 37 pour Tongaloa et 49 pour Talatonga. Bon, Tongaloa, c'est toujours compliqué. Hein. Je sais pas si je le garderai plus que ça, Tongaloa. C'est un peu la cata.
Nick Aldis est dans les coulisses et il nous annonce qu'il y aura 4 combats de qualification qui vont avoir lieu et qui donneront 4 vainqueurs qui s'affronteront dans un Fatal 4-Way pour déterminer le futur challenger de Drew pour le Royal Rumble. Donc les matchs sont les suivants. Aleister Black affrontera Rey Fenix. Jacob Fatu affrontera Le Miz. Sami Zayn affrontera Solo Sikoa. Et enfin, Cody Rhodes affrontera Shinsuke Nakamura. Voilà, ça nous fait un 56 et ça prépare la suite pour Drew McIntyre. On enchaîne avec un combat solo. Jacob Fatu va défaire Trick Williams en 13 minutes 07. 64 de rating, c'est plutôt pas mal. 60 pour Jacob Fatu, 56 pour Trick Williams. Plutôt un bon match, sachant que Jacob Fatu revient de maladie, parce qu'il s'était empoisonné de la bouffe, enfin d'après le jeu. Donc voilà, c'était plutôt honnête, ça nous fait un 64, c'est plutôt cool. Et on enchaîne avec un segment Montesford vient au ring, bien évidemment, pour rappeler qu'il a mis à la retraite John Cena. Voilà, il se fait plaisir, il met en avant son ego, il est content, sauf que John Cena vient l'interrompre et il lui dit moi je catche plus, c'est fini, mais par contre, j'ai quelqu'un qui va t'affronter et c'est pas n'importe qui. Cette personne, c'est Obafemi. Ça nous fait un très bon 74 de rating et on passe sur le match. Montez Ford va battre Obafemi en 12 minutes 39 avec son frog splash, ça nous fait un 67. 62 pour Montez Ford, 65 pour Obafemi. Bon, ça manque un petit peu de psychologie, mais ça reste correct. Bon, ça va nous faire mal à la note du show, mais c'est pas très grave. Montez Ford, c'est un projet. Il n'a pas gagné John Cena pour rien. Il remporte une victoire importante contre Obafemi et on termine le show sur un 69. Bon, on perd de la popularité dans 17 régions, mais il fallait s'y attendre. C'est pas très grave. Un Financial Report à 1 million de bénéfices. On perd de la popularité aux États-Unis, Europe et en Inde. Bon, voilà. On en a terminé pour cet épisode de SmackDown. On se retrouve très vite pour le prochain épisode qui sera Raw. Allez, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.